Mon père m'a toujours traité comme une domestique. La veille de Noël, il a dit « Les invités de ta sœur arrivent demain. Ce ne sont que 15 personnes, alors ne rend pas les choses difficiles. » Ma mère a souri froidement. C'est la seule chose pour laquelle tu es doué. Il s'attendait à ce que je cuisine et que je nettoie et que je baisse la tête. J'ai souri et j'ai réservé un vol pour New York. Le lendemain, la cuisine était vide. Le visage de ma sœur a pâli et son patron s'est figé quand il a vu ma photo sur le mur. Je m'appelle Nora Caldwell et j'ai 32 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon père ne m'a pas traité comme sa fille. Il me traitait comme la femme qu'il pouvait appeler quand les sols devaient être polis ou quand la vaisselle devait être lavée ou quand l'image de la famille devait être sauvée. Ma petite sœur était celle qu'il présentait avec fierté. J'étais celle qu'il dirigeait vers la cuisine. La nuit précédant le réveillon de Noël, j'étais dans mon appartement de Chicago pour revoir un contrat. Ce contrat pouvait changer mon entreprise pour toujours. Quand mon téléphone a sonné, je connaissais déjà ce ton dans sa voix avant même qu'il ne termine la première phrase. Il ne demandait pas. Il donnait des ordres. Ma sœur avait des invités importants qui venaient à la maison du New Jersey le lendemain soir. Il a dit 15 personnes comme si cela rendait la chose minime. Son patron serait là. C'était un homme que mon père essayait d'impressionner depuis des mois. Puis il a ajouté de ne pas rendre les choses difficiles. Ma mère était en arrière-plan. Elle était calme et cruelle. Elle disait que c'était la seule chose pour laquelle j'étais doué. Cuisiner et nettoyer et servir et sourire et disparaître. C'était le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais ils ne savaient pas une chose. Pendant qu'ils prévoyaient de me mettre derrière leur cuisinière, ce même président-directeur général avait déjà mon nom dans un dossier confidentiel du conseil d'administration. Il avait lu ma proposition. Il avait vu ma photographie. Et le 26 décembre, il devait décider si mon entreprise méritait un contrat de plusieurs millions de dollars. Alors j'ai souri au téléphone et j'ai dit que je comprenais et j'ai réservé un vol pour New York. La nuit suivante, leur cuisine était vide. Ma sœur était pâle. Mon père paniquait. Et le président-directeur général qu'il voulait impressionner s'est figé dans le couloir quand il a vu ma photo sur le mur. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Et si vous avez déjà été traité comme l'être invisible dans votre propre famille, restez avec moi. Cette histoire parle de la nuit où j'ai finalement arrêté de me faire petite pour que d'autres personnes puissent se sentir plus grandes. À la fin de cet appel, je suis resté assise en silence avec mon téléphone toujours à la main. Ce n'était pas parce que j'étais choqué mais parce que j'étais finalement fatigué de prétendre que c'était normal. Pendant 15 ans, chaque fête dans ma famille avait suivi le même scénario. Ma petite sœur franchissait la porte d'entrée comme une invitée d'honneur. Elle portait des vêtements chers. Elle riait avec des gens à qui on disait qu'elle était brillante et ambitieuse et l'avenir de la famille. Je passais par l'entrée latérale avec des sacs de courses qui me coupaient les doigts. Quelqu'un avait déjà décidé que ma place était plus proche du four que de la table à manger. À Thanksgiving, je coupais la dinde pendant que mon père parlait à ses amis de la carrière en marketing de ma sœur à Manhattan. À Pâques, je lavais les verres à vin pendant que ma mère montrait à tout le monde la vue du nouveau bureau de ma sœur. Le matin de Noël, j'étais celle qui ramassait le papier d'emballage par terre pendant que tous les autres posaient pour des photos. Et chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais, mon père agitait la main comme si ma vie était un détail mineur. Il disait qu'elle travaille avec des ordinateurs ou qu'elle fait une sorte de consultation. Puis il baissait la voix et ajoutait que ce n'était rien de sérieux. C'était la partie qui blessait toujours le plus. Ce n'était pas le fait qu'il me comprenait mal. C'était le fait qu'il n'avait jamais été assez curieux pour me comprendre en premier lieu. J'ai construit Arbor Risk Advisory à Chicago à partir d'un bureau emprunté et d'un ordinateur portable d'occasion et d'un niveau d'entêtement qui ne vient que du fait d'être sous-estimé toute sa vie. Mon entreprise aidait les cadres à se préparer pour leur pire jour. Les violations de données ou les scandales publics ou les échecs de direction ou la panique financière ou les désastres de réputation. J'ai formé des gens avec des bureaux d'anglais, des jets privés à rester calmes quand les murs commençaient à se refermer. J'avais 38 employés et des clients dans 6 États et une liste d'attente d'entreprises prêtes à payer plus pour une seule simulation d'urgence que ce que mon père croyait que je gagnais en un an. Mais à la maison, rien de tout cela n'existait. À la maison, j'étais toujours la fille qui savait où l'argenterie était rangée. La vérité est que j'ai arrêté de leur parler de ma vie parce que chaque tentative devenait une autre humiliation. Il y a 3 ans, j'ai mentionné que j'avais obtenu un client bancaire régional.
Ma mère a souri sans lever les yeux de son téléphone. Elle a dit « C'est bien ma chérie, mais ta sœur vient d'être invitée à un brunch de direction. » 2 ans plus tôt, j'ai essayé d'expliquer ce que signifiait le conseil en gestion de crise. Mon père a ri et a dit « Donc les entreprises te paient pour leur dire de ne pas paniquer. Ce doit être agréable de prétendre que c'est une vraie entreprise. » L'année dernière, quand j'ai acheté mon appartement à Chicago, j'ai failli leur dire. J'avais même tapé le message pour annoncer la signature de mon premier logement. Mais ensuite ma sœur a publié une photo depuis un bar sur un toit à Manhattan. Ma mère a commenté « Notre fille qui a du succès. » J'ai supprimé mon message et j'ai déballé mes affaires seul. C'était la chose étrange à propos du fait d'être invisible. Après un certain temps, vous arrêtez de demander aux gens de vous voir. Vous construisez simplement une vie où leur aveuglement ne peut plus vous atteindre. Ce mois de décembre, mon entreprise préparait le plus gros contrat que nous n'avions jamais visé. Westbridge Capital était l'une des sociétés d'investissement les plus influentes de Manhattan. Ils voulaient un programme complet de préparation aux crises pour leur équipe de direction. S'ils signaient, ce contrat vaudrait 2,4 millions de dollars et nous permettrait d'ouvrir un bureau à New York d'ici le printemps. Pendant 3 mois, mon équipe et moi avions vécu à l'intérieur de cette proposition. Nous avions construit des simulations et des cartes de réponse légales et des modules de formation aux médias et des exercices de communication interne. Nous avions aussi une évaluation de direction personnalisée capable d'exposer une mauvaise prise de décision avant qu'une vraie crise ne le fasse. Le président directeur général de Westbridge avait examiné chaque page. Son équipe avait exigé ma présence directe à la réunion finale. Il voulait la fondatrice dans la pièce. Il voulait la personne qui avait construit Arbor Point à partir de rien. Ma famille voulait la même personne pour polir les plateaux de service. Quand mon père a dit que le patron de ma sœur serait au dîner, je n'ai pas réagi tout de suite. Je n'ai pas demandé son nom. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'entendre ma voix changer. Mais après avoir raccroché, j'ai ouvert mes courriers électroniques. J'ai vu la signature au bas du dernier message de Westbridge. C'était Nathaniel Price, le président directeur général. Le même homme que mon père poursuivait depuis des mois. Le même homme que ma sœur cherchait désespérément à impressionner. Le même homme qui avait déjà vu le profil de mon entreprise et mon portrait et le résumé de ma proposition. J'ai fixé son nom pendant un long moment. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie petite. J'ai senti l'univers placer silencieusement une chaise à une table où ma famille ne pensait pas que j'avais ma place. Le lendemain matin, mon père a envoyé un message à 6:12 heures. Ce n'était pas bonjour. Ce n'était pas pour demander de l'aide. C'était une liste. Passe l'aspirateur au premier étage. Nettoie la salle de bain des invités. Achète des fleurs blanches et pas des bons marchés. Prépare les apéritifs pour 5 heures. Le dîner pour 7 heures. Nettoie au fur et à mesure. Porte quelque chose de simple. Ne te dispute pas avec ta mère au sujet de la mise en place de la table. J'ai lu le message une fois, puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir et j'ai fait du café. Il fut un temps où un tel message aurait noué mon estomac. J'aurais commencé à calculer les vols et les listes de courses et les horaires de train pour me rendre assez utile afin que personne ne puisse m'accuser d'être égoïste. Mais ce matin-là, la seule chose importante sur mon calendrier était Westbridge. Mon équipe avait un appel de préparation finale à 9:00 heure. Mon vol pour New York était à 6:00 heure. Ma présentation était presque terminée mais pas encore parfaite. Contrairement au dîner de ma famille, mon travail impliquait des personnes qui dépendaient réellement de moi. À 9h pile, j'ai rejoint l'appel vidéo. Mon directeur des opérations nous a guidés à travers le modèle de risque final. Mon responsable des communications a revu la simulation de crise de presse. Mon conseiller juridique a confirmé que les scénarios de direction correspondaient à l'exposition industrielle de Westbridge. À la fin de l'appel, mon assistante a dit Nora, le bureau de Nathaniel Price a encore confirmé. Ils veulent que vous dirigiez la session finale personnellement. J'ai regardé mon téléphone toujours face vers le bas sur le comptoir. Bien sûr qu'ils le voulaient. À 10:30 heures, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis ma sœur a appelé. Puis mon père à nouveau. Finalement j'ai répondu. Il n'a pas demandé pourquoi je les avais ignorés. Il a commencé par « À quelle heure arrives-tu demain ?» J'ai dit « Je ne viens pas ». Le silence sur la ligne était presque paisible. Puis il a ri une fois.
C'était le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent que la réalité va s'arranger pour eux. Ne sois pas ridicule, m'a-t-il dit. J'ai répété, je ne viens pas. J'ai une réunion d'affaires à New York. La voix de ma mère a coupé depuis un endroit derrière lui. Elle a dit comme c'est pratique le soir de Noël. J'ai dit la réunion est le 26 mai, je dois être à New York demain. Le ton de mon père est devenu tranchant. Il a dit ta sœur a 15 invités qui arrivent. Ce sont des invités importants. Tu savais que nous avions besoin de toi. J'ai dit non, vous avez présumé que vous pouviez m'utiliser. C'est à ce moment-là que l'appel a mal tourné. Mon père a dit que je faisais honte à la famille. Ma mère a dit que j'étais jalouse de ma sœur. Ma sœur a attrapé le téléphone et a sifflé que Nathaniel Price venait. Elle a dit que si je gâchais sa chance de l'impressionner, elle ne me pardonnerait jamais. J'ai failli lui dire qu'il venait me voir 2 jours plus tard. J'ai failli dire l'homme que tu essaies d'impressionner lit mon travail depuis 3 mois. Mais quelque chose m'a arrêté. Il ne méritait pas d'avertissement. Il méritait un miroir. Alors j'ai dit je vous envoie plusieurs options d'urgence. Des chefs privés et des plateaux de fête et des équipes de nettoyage et du personnel événementiel. Appelez-les maintenant. Mon père a explosé. Il a dit nous n'avons pas besoin d'étrangers dans notre maison. Nous avons besoin que tu fasses ton travail. J'ai répété doucement à mon travail. Il a dit oui, pour une fois sois utile. C'était la dernière phrase que j'avais besoin d'entendre. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille et j'ai envoyé 5 contacts d'urgence avec des numéros de téléphone et des prix et des notes sur la disponibilité. Je savais qu'au moins 2 d'entre eux pouvaient encore préparer un dîner respectable si ma famille appelait immédiatement et payait le tarif des fêtes. Ma mère a répondu avec une seule phrase. Elle a écrit « Nous ne devrions pas avoir à payer des étrangers quand nous avons une fille ». Ma sœur a envoyé « Tu es répugnante ». Mon père n'a rien envoyé, ce qui en disait d'une certaine manière plus qu'elle deux. J'ai désactivé les notifications et j'ai fait ma valise. J'ai pris un tailleur bleu marine et des talons noirs et mon ordinateur portable et une télécommande de présentation et ma proposition imprimée et un disque de sauvegarde d'urgence. Ce sont les outils de la femme que j'étais réellement et non la fille qu'ils avaient inventée pour faciliter leur vie. Sur le chemin de l'aéroport, Chicago était grise et froide à travers la vitre de la voiture. C'était le genre d'après-midi d'hiver qui rendait chaque bâtiment plus net. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer mais je n'y ai pas touché. À la sécurité, j'ai plutôt vérifié mes courriers électroniques. Westbridge avait envoyé la liste finale des participants. Le président-directeur général et le directeur financier et l'avocat général et le directeur des ressources humaines et le responsable des communications et l'observateur du conseil. Chaque personne dans cette pièce serait là pour évaluer si je méritais qu'on me confie les faiblesses les plus sensibles de leur entreprise. Pendant ce temps, dans le New Jersey, ma famille évaluait si je valais plus que de la main-d'œuvre gratuite. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé les lumières en bas et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Je n'abandonnais pas ma famille. J'abandonnais le rôle qu'ils m'avaient imposé. Il y a une différence et il m'a fallu 15 ans pour l'apprendre. J'ai pris ma chambre dans mon hôtel à Midtown Manhattan un peu après 9 h le soir de Noël. Le hall d'entrée était décoré de guirlandes et d'ornements dorés. Il y avait ce genre de luxe tranquille qui me faisait me sentir comme une usurpatrice avant de comprendre que j'avais gagné ma place dans de telles pièces. Ma suite avait un bureau face à la ville. J'ai installé mon ordinateur portable là avant même de retirer mon manteau. Dehors, Manhattan bougeait comme si rien ne pouvait jamais l'arrêter. À l'intérieur, la discussion de groupe de ma famille commençait à s'effondrer. À 5:18 h, ma sœur a envoyé « Où as-tu mis les plateaux de service ?» À 5:24 h, ma mère a envoyé « Les serviettes de la salle de bain des invités ne sont pas pliées correctement ». À 5:37 h, mon père a envoyé « Ça suffit. Prends un train maintenant ». Je n'ai pas répondu. Je répétais l'ouverture de ma présentation pour Westbridge. Le leadership ne se révèle pas pendant des conditions calmes. Il se révèle sous la pression. Cette ligne semblait presque trop parfaite compte tenu de ce qui se passait à Montclair. À 6 h, les messages arrivaient plus vite. Ma sœur a réalisé qu'il n'y avait pas d'apéritif. Ma mère a découvert que personne n'avait acheté de fleurs. Mon père a trouvé la table de la salle à manger à moitié mise. Apparemment tout le monde s'attendait à ce que j'arrive tôt pour réparer ce qu'il n'avait pas pris la peine de terminer. À 6:21 h, ma sœur a écrit « Tu nous fais sérieusement ça ?» À 6:28 h, ma mère a écrit « Ton père est furieux ».
À 6h40 mon père a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté mais la transcription est apparue sur mon écran. Il disait « Tu as 1 heure pour arrêter d'agir comme une enfant égoïste et venir ici ». Je l'ai regardé puis je suis retourné à mes diapositives. À 7h les invités ont commencé à arriver. Je le savais parce que ma sœur a commencé à envoyer des messages avec des phrases hachées. Ils sont là. La cuisine est vide. Maman dit que tu as eu une dépression. Papa agit normalement mais il transpire. Nathaniel est là. Il a l'air confus. Cette dernière ligne m'a fait faire une pause. Ce n'était pas par culpabilité mais parce que je comprenais exactement ce qui se passait. Ma famille avait passé des années à construire une version de moi qui ne pouvait exister que si personne ne regardait de trop près. Maintenant quelqu'un d'important était entré dans leur maison et la réalité commençait à sentir la panique et les plats froids à emporter. À partir des messages j'ai reconstitué le désastre. Ma mère a accueilli les invités avec un rire forcé en disant que le dîner avait un peu de retard. Ma sœur essayait de verser du vin et de faire la conversation avec les cadres de Westbridge mais elle vérifiait sans cesse son téléphone. Mon père a coincé Nathaniel Price près de la cheminée. Il a commencé à parler de son entreprise de construction Caldwell Custom Homes. Il laissait entendre qu'il cherchait le bon partenaire d'investissement pour aider à s'étendre dans les rénovations de luxe. Il pensait probablement qu'il avait l'air confiant. Je savais qu'il avait l'air désespéré. À 7h30 il n'y avait toujours pas de nourriture. Quelqu'un a demandé s'il pouvait aider dans la cuisine. Ma mère a répondu non trop rapidement. Ma sœur a appelé 3 restaurants. Ils étaient fermés ou complets ou sans livraison. Mon père a finalement appelé l'un des numéros d'urgence que j'avais envoyés. Il a raccroché quand il a entendu le supplément du réveillon de Noël. Il préférait servir l'humiliation gratuitement plutôt que de payer des professionnels à leur juste valeur. À 7h52 ma sœur a envoyé une « Nous prenons des plateaux d'épicerie. J'espère que tu es heureuse. » Je n'étais pas heureuse. C'est ce que les gens comme ma famille ne comprennent jamais. Les limites ne sont pas toujours joyeuses. Parfois elles sont calmes et lourdes. Parfois vous êtes assise seule dans une chambre d'hôtel le soir de Noël en sachant que les personnes qui vous ont élevé s'humilient parce qu'elles ne pouvaient pas imaginer vous traiter comme une personne. Mais je n'étais pas assez triste pour les sauver des conséquences qu'ils avaient choisies. Vers 8h20 la nourriture est arrivée. Des plateaux de sandwich froids et des barquettes en plastique de salade de pâtes et du poulet frit dans des boîtes en carton et un gâteau de boulangerie avec Joyeux Noël écrit en glaçage rouge parce que c'était le dernier qui restait. Ma mère a dû placer la nourriture du supermarché sur ses plateaux de service chers tout en prétendant que cela avait été le plan depuis le début. Ma sœur a écrit « Nathaniel a à peine touché à quelque chose ». À 8h41 un autre message est arrivé. Papa vient de lui dire que tu n'étais pas fiable. À 8h45 maman a dit « Tu as toujours été difficile ». À 8h48 Sloan a écrit « Il a entendu papa t'appeler l'inutile ». Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai fermé les yeux. Voilà. Ce n'était pas la cuisine vide ou la mauvaise nourriture ou l'opportunité de réseautage gâché. Le vrai désastre était qu'il ne pouvait pas arrêter de s'exposer. Même avec des personnes importantes qui regardaient, ils ont blâmé la personne qui n'était pas là au lieu de prendre la responsabilité de ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Ce n'était pas un problème d'accueil. C'était un problème de caractère. Et malheureusement pour eux le président-directeur général dans leur salon était spécialisé dans la lecture du caractère avant de signer des chèques. Le message qui a tout changé est arrivé à 9h17. Ma sœur a écrit « Pourquoi Nathaniel fixe-t-il le mur du couloir ?» Je me suis redressé lentement. Mon pouls ne s'est pas accéléré mais tout en moi est devenu immobile. Je connaissais ce couloir. Je connaissais le mur dont elle parlait. Ma mère l'avait transformé en une galerie de réussite familiale. Bien que le mot famille fût généreux, la plupart des cadres concernaient ma sœur. Le trophée de débat ou l'obtention du diplôme universitaire ou le premier jour à son bureau de Manhattan ou une photo avec mes parents lors d'un déjeuner de charité où elle portait une robe blanche et ressemblait à la fille qu'ils avaient commandée dans un catalogue. J'avais exactement 3 photos sur ce mur. Une de la remise des diplômes du lycée où la main de mon père reposait sur l'épaule de ma sœur même si c'était ma cérémonie. Une vieille photo de famille de Noël où je tenais un plateau de biscuits. Et une photo que ma tante avait postée à ma mère l'année précédente après l'avoir vue en ligne. Elle me montrait sur scène lors d'un forum sur le leadership féminin à Chicago. Je portais un tailleur noir et je tenais un microphone avec les mots sommets sur le leadership des risques derrière moi.
Ma mère l'avait mise dans un cadre parce que ma tante avait fait un commentaire sur mon allure impressionnante. Mais elle l'avait placée bas sur le mur et presque cachée entre des photos plus grandes de ma sœur. Elle n'a jamais demandé quel était cet événement. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'y prenais la parole. Elle pensait probablement que c'était une sorte de petit événement de réseautage local. Mais Nathaniel Price avait déjà vu cette image exacte. Elle était dans mon profil de conférencière joint à la proposition de Harbor Point et sur la deuxième page du résumé exécutif que son équipe avait examiné. À 9h20 ma sœur a de nouveau envoyé un message. Il a demandé si tu es ma sœur. Puis plus rien. Pendant 12 minutes la discussion est restée silencieuse. Plus tard j'ai appris ce qui s'était passé pendant ces 12 minutes par deux personnes différentes qui étaient là. Nathaniel s'était arrêté dans le couloir en allant chercher son manteau. Il a regardé la photo puis s'est approché. Ma sœur a essayé de paraître désinvolte et a dit « Oh, c'est ma grande sœur ». Elle fait une sorte de consultation indépendante. Nathaniel s'est retourné et a demandé « Nora Caldwell est votre sœur ». Ma sœur a ri nerveusement et a dit « Oui, mais elle n'est vraiment impliquée dans rien de sérieux ». Mon père les a rejoints et parce qu'il n'avait aucun instinct de danger lorsqu'il se croyait supérieur à quelqu'un, il a dit « Nora aime faire paraître les petites choses importantes. Elle a toujours été comme ça. » Ma mère a ajouté « Et elle est douée pour les choses pratiques cependant. Habituellement elle nous aide avec le dîner. » C'est à ce moment-là que l'expression de Nathaniel a changé. Il n'a pas élevé la voix. Il ne les a pas embarrassés immédiatement. Les hommes comme lui n'avaient pas besoin de volume pour rendre une pièce froide. Il a simplement demandé « Que fait exactement Nora ?» Mon père a haussé les épaules. Il a dit « De la consultation ou un truc de bureau ?» Ma mère a dit « Nous n'avons jamais vraiment compris. » Ma sœur a désespérément essayé de se rattraper et a dit « Elle ne fait pas partie de cette soirée. Je suis celle qui travaille avec Westbridge. » Nathaniel a regardé chaque visage tour à tour et a demandé « L'un d'entre vous a-t-il déjà visité son bureau ?» Personne n'a répondu. Il a demandé « Avez-vous déjà posé des questions sur ses clients ?» Silence. Il a demandé « Savez-vous pourquoi elle est à New York cette semaine ?» Mon père a froncé les sourcils et a dit « Elle prétend qu'elle a une réunion d'affaires. » Nathaniel a hoché la tête lentement et a dit « Je vois. » C'était tout. 2 mots. Je vois. Mais d'après ce qu'on m'a dit, toute la pièce a ressenti le changement. Mon père a essayé de le ramener à la conversation sur l'investissement dans la construction. Nathaniel n'a pas mordu à l'hameçon. Ma mère a essayé de plaisanter en disant que chaque famille avait un enfant dramatique. Nathaniel n'a pas souri. Ma sœur a essayé de proposer une idée de campagne pour le programme de sensibilisation communautaire de Westbridge. Il a dit « Ce soir n'est peut-être pas le moment approprié. » Puis il les a remerciés pour l'invitation et a mis son manteau et est parti avant le dessert. À 9h39 ma sœur m'a finalement écrit « Que as-tu fait ?» J'ai failli rire. Ce n'était pas parce que c'était drôle mais parce que la question était si parfaitement inversée. Je n'avais rien fait. C'était tout le propos. Je ne les avais pas exposés. Je n'avais pas interrompu leur dîner. Je n'avais pas appelé Nathaniel. Je ne lui avais pas envoyé de preuves. Je m'étais simplement retiré du rôle qui maintenait leur illusion en vie et tout s'était effondré sans que je le soutienne. À 10h04 mon père a laissé un autre message vocal. J'ai écouté celui-là. Sa voix était basse et furieuse. Je ne sais pas à quel jeu tu joues mais tu nous as fait passer pour des idiots ce soir. Tu vas m'appeler demain matin et t'expliquer. Je l'ai supprimé. Puis j'ai ouvert ma présentation Westbridge une dernière fois et j'ai révisé la dernière diapositive. Le titre original était dirigé à travers la crise. Je l'ai changé en responsabilité sous pression. C'était plus précis. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà regardé quelqu'un vous sous-estimer si complètement que la vérité semblait presque impossible quand elle est finalement apparue? Vous sauriez-vous expliquer tout de suite? Ou les auriez-vous laissé découvrir la vérité de la manière la plus inoubliable possible? Dites-moi ce que vous auriez fait. Car c'est le lendemain matin que mon père a appris que la femme qu'il qualifiait d'inutile était la personne qui se tenait entre lui et l'investissement qu'il désirait le plus. Le 26 décembre je suis arrivé à Westbridge Capital avec 20 minutes d'avance. Leur bureau était à un étage élevé à Manhattan. Il y avait des murs en verre et des tapis silencieux et des salles de conférence portant des noms de vieux ponts.
Je portais un tailleur gris anthracite et je portais un portfolio en cuir. Je ressentais ce calme étrange qui survient quand vous savez que vous avez déjà survécu à des pièces pires que celle dans laquelle vous êtes sur le point d'entrer. Une réceptionniste m'a conduite à la salle de conférence principale où mon équipe avait déjà connecté la présentation. À travers les fenêtres, la ville semblait nette et brillante comme si Noël l'avait lavée. À exactement 9 heures, Nathaniel Price est entré avec son directeur financier et son avocat général et son directeur des ressources humaines et son responsable des communications. Il m'a serré la main en premier. Il a dit « Mademoiselle Caldwell, c'est bien de vous rencontrer enfin en personne. » Son visage ne laissait rien transparaître. J'ai dit de même. Puis il a soutenu mon regard pendant une demi-seconde de plus et a ajouté « Je crois que j'étais chez vos parents il y a 2 nuits. » La pièce est devenue très silencieuse. Mon équipe en savait assez sur ma famille pour comprendre que ce n'était pas de la petite conversation. J'aurais pu m'excuser. J'aurais pu trop expliquer. J'aurais pu essayer de me séparer du désastre. Au lieu de cela, j'ai dit « Alors vous avez déjà vu une démonstration en direct de ce qui se passe quand les gens confondent le contrôle avec le leadership. » Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Nathaniel a souri. Ce n'était pas un sourire poli mais un vrai sourire. Il a tiré une chaise et s'est assis. Il a dit « C'est exactement pourquoi je voulais poursuivre cette réunion. » J'ai pris ma place à l'avant de la pièce et j'ai commencé. La première diapositive montrait une phrase simple. La pression ne crée pas le caractère. Elle le révèle. Je les ai guidés à travers le programme que Arbor avait conçu pour Westbridge. Une violation de données simulée avant l'ouverture du marché. Une fausse fuite interne impliquant la rémunération des dirigeants. Une enquête médiatique hostile. Un conflit au niveau du conseil d'administration concernant un retard de divulgation. La panique des employés et la pression des investisseurs et l'escalade des médias sociaux. Chaque scénario a été construit pour tester non pas ce que les dirigeants disaient croire mais ce qu'ils faisaient quand le blâme devenait pratique. Pendant que je parlais, je pouvais sentir la pièce se pencher vers l'avant. Ce n'était pas de la théorie pour eux. C'était du risque. C'était de l'argent. C'était de la réputation. C'était la différence entre une entreprise qui survivait à une crise et une entreprise qui devenait un compte de mise en garde. Nathaniel a posé des questions pointues. Son conseiller juridique a contesté notre calendrier. Son responsable des communications voulait plus de détails sur la discipline du message. Son directeur des ressources humaines a demandé comment nous mesurions la responsabilité de la direction après la simulation. J'ai répondu clairement à chaque question parce que c'était mon monde. Ce n'était pas la cuisine ou le couloir où mon père aboyait des ordres. C'était de la stratégie et de la pression et de la prise de décision et des conséquences. Vers la fin, Nathaniel a croisé les mains et a dit « Je veux aborder quelque chose directement. Il y a 2 nuits, j'ai regardé une famille blâmer une femme absente pour son propre manque de préparation. J'ai regardé des gens parler de vous avec mépris alors qu'ils se tenaient sous une photographie qui prouvait qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre qui vous étiez. Puis aujourd'hui, je vous ai regardé expliquer le leadership en temps de crise mieux que quiconque que j'ai fait venir dans cette entreprise. » Il s'est tourné vers son équipe. Il a dit « Ce contraste me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Le directeur financier a hoché la tête. L'avocat général a fermé le dossier du contrat et l'a poussé vers moi. Nathaniel a dit « Westbridge aimerait aller de l'avant avec Arbor. Programme complet et engagement de 2 ans et 2,4 millions de dollars avec soutien du bureau de New York inclus. » Pendant un instant, je n'ai rien entendu d'autre que ma propre respiration. Ce n'était pas parce que je doutais de le mériter. C'était parce qu'une partie de moi se souvenait encore de l'âge de 17 ans. Je me revoyais debout devant un évier plein de vaisselle pendant que mon père disait aux invités que ma sœur était celle qui avait de l'avenir. J'ai signé le contrat d'une main ferme. Mon équipe a expiré autour de moi. Nathaniel a signé après moi puis s'est levé et m'a serré la main à nouveau. Il a dit « Félicitations Mademoiselle Caldwell. » Après que le champagne a été versé, son directeur des communications a demandé s'il pouvait annoncer le partenariat sur le réseau professionnel en ligne. J'ai approuvé la formulation. Il n'y avait rien de personnel là-dedans et rien de cruel. C'était juste une annonce professionnelle. Westbridge Capital est fier de s'associer à Arbor. Risk Advisory et à sa fondatrice et présidente directrice générale Nora Caldwell pour renforcer la préparation aux crises de la direction et la responsabilité du leadership. Ils ont identifié mon entreprise et moi. C'était suffisant. En moins d'1 heure, la publication s'est répandue dans les cercles financiers de Manhattan.
Puis elle a atteint le New Jersey. Puis elle a atteint les personnes qui avaient assisté au désastre de la veille de Noël. Un ancien invité a commenté « Attendez, est-ce la même Nora du dîner des Caldwell ?» Un autre a écrit « Partenariat incroyable. Le monde est petit. » Quelqu'un du bureau de ma sœur a aimé la publication puis l'a fait circuler. Mon téléphone a commencé à s'allumer. Ma sœur en premier. Est-ce réel? Puis ma mère. Pourquoi tout le monde m'appelle? Puis mon père. Réponds à ton téléphone maintenant. Je n'ai pas répondu. J'étais debout dans une pièce pleine de gens qui respectaient mon travail. J'ai refusé de sortir de ce moment pour gérer les émotions de personnes qui n'avaient jamais géré leur cruauté envers moi. Plus tard cet après-midi, la Nathaniel a demandé à parler en privé. Il m'a dit que mon père l'avait appelé pour essayer d'expliquer qu'il y avait eu un malentendu. La voix de Nathaniel était calme mais il y avait de l'acier dessous. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun malentendu. Il m'a demandé de reconsidérer sa proposition d'investissement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire confiance au jugement d'un homme qui ne parvenait pas à reconnaître le leadership de sa propre fille alors que sa photographie était accrochée dans son couloir. Cette phrase a voyagé plus vite que la publication professionnelle. Le soir venu, l'investisseur potentiel de mon père s'était retiré. 2 membres de son club de golf avaient déjà entendu parler du dîner. Le conseil d'administration de l'association caritative a demandé à ma mère de se retirer de l'organisation du gala d'hiver jusqu'à ce que les choses se calment. Et l'évaluation de la promotion de ma sœur chez Westbridge a été suspendue. Ce n'était pas parce qu'elle était liée à moi mais parce qu'elle avait utilisé un dîner de famille comme un raccourci de carrière et avait ensuite blâmé une autre femme quand il s'était effondré. Cette nuit-là, j'ai finalement ouvert les messages de ma famille. Mon père a écrit « Tu as détruit mon opportunité ». Ma mère a écrit « Tu nous as humiliés ». Ma sœur a écrit « Tu aurais pu nous le dire ». J'ai tapé une seule réponse pour tous les 3. J'ai écrit « Vous auriez pu le demander ». Les retombées ne sont pas arrivées d'un seul coup. Elles sont venues par vagues et chacune a frappé l'image que ma famille avait passé des années à polir. L'entreprise de construction de mon père a perdu l'investissement qu'il poursuivait depuis des mois. La raison officielle était un désalignement stratégique mais tout le monde connaissait la vraie raison. Aucun investisseur ne voulait remettre de l'argent à un homme dont le jugement était devenu une blague de country club. Pendant des semaines, les gens lui ont demandé comment il avait réussi à inviter un président-directeur général à dîner sans réaliser que sa propre fille faisait déjà des affaires avec lui. Au club de golf, quelqu'un l'a apparemment appelé le dîner de 15 personnes avec zéro conscience de soi. Ma mère a souffert d'une manière différente. Elle avait construit sa vie autour du fait d'être admirée par les bonnes femmes dans les bonnes pièces. Les déjeuners de charité et les réunions de comité et les dîners de donateurs et les conseils de planification des fêtes. Après la veille de Noël, ces pièces sont devenues plus froides. Les gens ne l'ont pas confronté directement au début. Ils ont simplement arrêté de lui demander de diriger. Puis le comité du gala d'hiver a envoyé un courrier électronique prudent disant qu'il voulait prendre une nouvelle direction. La conséquence de ma sœur a été plus silencieuse mais plus douloureuse. Chez Westbridge, elle n'a pas été licenciée. Nathaniel était trop professionnel pour cela. Mais elle a été retirée d'un projet de partenariat à haute visibilité. On lui a dit qu'elle devait reconstruire la confiance par la constance et le jugement et la responsabilité. Pour la première fois de sa vie, personne ne s'est précipité pour la protéger du résultat de son propre comportement. Pendant ce temps, j'ai travaillé. Arbor Point a ouvert son bureau de New York plus tôt que prévu. Nous avons embauché 12 nouveaux employés au premier trimestre. Notre programme de préparation aux crises est devenu l'un des services les plus demandés que nous offrions. Un journal d'affaires m'a demandé une entrevue sur le leadership sous pression. Et quand le journaliste a demandé d'où venait ma confiance, j'ai failli rire. La confiance n'était pas mon point de départ. La survie l'était. Pendant des années, j'avais appris à rester calme pendant que les gens se trompaient sur moi ou me sous-estimaient ou me rabaissaient. Il s'est avéré que cette compétence était également précieuse dans les salles de conférence. 6 semaines après l'annonce de Westbridge, mon père a envoyé un message qui ne lui ressemblait pas. Nora, je voudrais te rencontrer non pas pour me disputer mais pour écouter. Je l'ai regardé pendant un long moment avant d'accepter. J'ai choisi le lieu. Un café calme à Manhattan. C'était neutre mais plus proche de mon monde que du leur. Quand ils sont arrivés, ils avaient l'air plus petits que dans mes souvenirs. Les épaules de mon père étaient plus basses. Le maquillage de ma mère était parfait mais ses yeux étaient fatigués.
Ma sœur s'est assise sans vérifier son téléphone. C'était peut-être le premier signe net de changement que je n'avais jamais vu de sa part. Avant que quiconque ne puisse commencer, j'ai placé une feuille de papier sur la table. J'ai dit ce sont mes conditions. Si vous voulez une relation avec moi, c'est par là que nous commençons. Ils ont lu en silence. Le respect mutuel sans exception. Fini de me traiter comme une main-d'œuvre non rémunérée. De vraies excuses sans me blâmer pour votre embarras. Une reconnaissance publique que je suis la présidente directrice générale de Harbor Point et que vous aviez tort à propos de ma vie. Une thérapie individuelle et une thérapie familiale si nous devons reconstruire quelque chose. Ma mère a inspiré brusquement au mot thérapie, mais mon père ne l'a pas laissé parler en premier. Il m'a regardé et a dit « Je suis désolé. Non pas d'avoir été pris et non pas d'avoir perdu l'investissement. Je suis désolé parce que je t'ai utilisé comme un outil et j'ai appelé cela la famille. » J'ai attendu. Il a continué et j'aimais t'avoir dans ce rôle parce que cela rendait ma vie plus facile. Et quand tu as eu du succès, je ne l'ai pas vu parce que le voir m'aurait forcé à admettre à quel point je t'avais maltraité. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Elle a dit « J'ai été cruel parce que j'avais peur. Ta sœur correspondait à l'histoire que je voulais raconter sur notre famille. Pas toi. Tu étais indépendante et je t'ai punie pour cela. » Puis ma sœur a parlé doucement. J'aimais être la préférée. Je les ai laissés te rabaisser parce que cela me faisait me sentir plus grande. Au travail, quand Nathaniel m'a regardé après ce dîner, j'ai réalisé que j'étais devenu exactement le genre de personne que je prétends critiquer. Je suis désolé Nora. Je ne leur ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'est pas une performance. Ce n'est pas non plus un prix que les gens gagnent en prononçant les bons mots une seule fois. Mais je leur ai dit que la porte n'était pas verrouillée. Elle était gardée. S'ils voulaient la franchir, ils devraient changer leur comportement pendant plus longtemps qu'une conversation émotionnelle. Au cours de l'année suivante, ils ont essayé de manière imparfaite et parfois maladroite, mais ils ont essayé. Mon père corrigeait les gens quand il m'appelait une consultante de ce ton dédaigneux. Ma mère a dit à son cercle de charité qu'elle s'était trompée sur mon compte. Et oui, cela a coûté sa fierté. C'était exactement pourquoi cela comptait. Ma sœur a suivi une thérapie et a arrêté de me demander des faveurs déguisées en urgence. Le Noël suivant, j'ai organisé le dîner dans mon appartement de Chicago. Ce n'était pas parce qu'il l'exigeait mais parce que je l'avais choisi. Et je n'ai pas cuisiné. J'ai engagé une équipe de restauration privée professionnelle et j'ai payé leur plein tarif et je leur ai donné un bon pourboire. Je me suis assise en bout de table pendant que tout le monde était servi. Mon père a regardé l'un des serveurs m'appeler Mademoiselle Caldwell. Et pour la première fois, il n'avait pas l'air gêné. Il avait l'air fier. Pendant le dîner, ma mère a levé son verre et a dit à Nora qui a construit une vie que nous aurions dû voir bien plus tôt. Ce n'était pas une fin parfaite. La vraie guérison l'est rarement. Mais c'était un début honnête. Ce que j'ai appris est une chose dont j'espère que vous vous souviendrez. Si vous écoutez depuis une pièce où les gens vous font encore vous sentir petit, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. L'amour ne devrait pas vous obliger à disparaître. La famille ne devrait pas signifier un travail non rémunéré ou une douleur silencieuse ou une permission à vie de vous manquer de respect. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons à l'école. Parfois la connaissance la plus précieuse vient de la compréhension finale que les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont le respect de soi. Elles apprennent aux gens comment vous aimer sans vous posséder. Elles vous apprennent comment arrêter de confondre le sacrifice avec la valeur. Je n'ai pas gagné parce que ma famille a été humiliée. J'ai gagné parce que je me suis choisi sans me détruire. J'ai laissé le succès parler mais j'ai aussi laissé une chance à la guérison. Seulement après que la responsabilité soit arrivée en premier. Alors si vous avez déjà eu à défendre votre propre valeur devant les personnes censées la protéger, partagez votre histoire ci-dessous. Quelqu'un qui lit vos mots est peut-être exactement là où j'étais autrefois. Cette personne attend la preuve qu'elle a le droit d'arrêter de se rétrécir.